suis Richard, je suis des États-Unis et j'ai 37 ans, je suis euh, scientifique et je suis chimiste, on peut dire. J'étudie l'ingénierie chimique et l'apprentissage automatique, mais ma passion est l'apprentissage des langues. Donc, il va me demander, quand as-tu commencé à apprendre des langues étrangères? Bon, honnêtement, j'ai commencé au secondaire, comme tout le monde sait qu'au secondaire, on n'apprend pas grand-chose à l'école, mais j'ai appris les conjugations, les verbes un peu, mais j'ai étudié le français et j'ai choisi le français simplement parce que je voulais être différent, je voulais être un peu rebelle parce que je voulais pas étudier, apprendre l'espagnol que tout le monde apprenait à cette époque-là. Mon père, ma mère, mes sœurs, tout le monde parlait l'espagnol. Donc, donc, c'était vraiment pour cette raison que j'ai choisi le français. Et j'ai pas grand-chose appris à l'école, mais après ça, j'ai déménagé au Guatemala. J'ai fait une mission religieuse et j'ai dû apprendre l'espagnol. Mais cette expérience m'a changé la vie. Et je me suis tombé en amour avec la langue espagnole, la culture latine, et ça m'a ouvert les yeux en plusieurs cas, de plusieurs façons. Et donc, quand je suis retourné aux États-Unis à l'université, j'ai décidé que je voulais continuer à apprendre les langues. Je voulais pas perdre mon espagnol et je voulais améliorer mon français parce que je pensais, maintenant que je parle l'espagnol couramment, je peux apprendre le français, mais de vrai. Et donc, j'ai obtenu mon diplôme en français et en espagnol, mon mineur en français et espagnol à l'école. Mais honnêtement, j'ai jamais réussi à parler le français au même niveau que mon espagnol. Quand j'ai terminé mes études, j'ai reçu un B2 en français et un C1 en espagnol. Donc, même que j'avais étudié l'espagnol plus longtemps que le français, même que j'avais étudié le français plus longtemps que j'avais étudié l'espagnol, mon niveau n'était pas assez haut. Et donc, mais après l'université, j'ai perdu la motivation simplement parce que je ne savais pas comment continuer à pratiquer les langues. Je ne connais pas italki, toutes les ressources, les podcasts, rien de ça. Je connais simplement Duolingo. Et comme tu sais, Duolingo à cette époque, quand tu as un niveau avancé, Duolingo n'est pas la solution, n'est pas la bonne réponse. Mais donc, j'ai perdu ma motivation avec les langues, mais la pandémie a commencé et je me suis dit, je veux faire quelque chose avec ce temps libre et j'ai décidé d'apprendre le portugais. Le portugais m'a changé la vie aussi. Euh, euh, vraiment, la culture brésilienne, j'aime beaucoup la culture brésilienne. Les gens, le peuple. Pendant la pandémie, c'était une expérience vraiment spéciale, unique, spectaculaire, connaître la langue et la culture brésilienne. Donc, euh, après ça, je me suis dit, donc, j'ai entré dans cette culture des polyglottes et c'est pour cette raison que j'apprends l'italien maintenant. Donc, Frédéric va me demander pourquoi, euh, mais peut-être je peux dire comme, donc, j'ai commencé au secondaire, mais j'ai pas vraiment, euh, mais j'ai pas vraiment eu la passion pour les langues juste après à l'université pendant ma mission et j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment devenu polyglotte euh, avant la pandémie. Donc, la question suivante. Pourquoi as-tu choisi des accents variétés régionales comme le français québécois ou l'espagnol argentin? Bon, pour moi, l'accent, la variété régionale est fondamentale parce que c'est lié avec
la culture. Et quand j'ai appris le portugais brésilien, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'avais perdu ma motivation avec le français, avec l'espagnol, c'était parce que j'avais aucune connexion avec la culture. Euh, L'espagnol que j'ai étudié à l'université, c'était un espagnol neutre. L'espagnol français, c'était le français standard, c'est-à-dire standard, mais ça veut dire que c'était un peu pareil à la France, mais j'avais aucune connexion avec la France. Donc, mais quand j'ai appris le portugais et j'ai eu cette expérience avec la culture brésilienne, je me suis dit, il faut que je trouve une façon de me connecter avec une culture spécifique de l'espagnol. Et j'avais un ami argentin, j'aimais cet accent et je voulais connaître la culture argentine. Et j'ai un ami très proche qui est québécois, et donc je me suis dit, ça me motive, ça me donne de la motivation de connaître la culture québécoise. Donc j'ai choisi ces deux cultures, ces deux variétés parce que je voulais connaître cette culture et parce que ça m'intéresse beaucoup plus que simplement étudier les règles grammaticales et un accent neutre. Bon, la troisième question. Pourquoi apprendre 4 langues romanes, italien, portugais, espagnol, français, et non une autre langue d'un autre groupe? Bon, c'est une bonne question. Je connais des gens qui apprennent des langues de plusieurs familles, une langue de chaque famille, par exemple le russe, le chinois, l'arabe, l'allemand, mettons. Mais euh, pour moi, ça me donne de peur. Ça me, oui, c'est trop pour moi. Je peux pas imaginer apprendre chaque langue du zéro. C'est commencer du zéro et ça me donne du peur, donc de la peur. C'est-à-dire que c'est effrayant, je crois, parce que pour moi, c'est plus facile. C'est plus facile. Et aussi parce que les cultures sont un peu plus pareilles. Donc, chaque culture, chaque langue, la culture brésilienne n'est pas la même que la culture québécoise, la culture italienne, mais il reste quelque chose pareil. Mais la culture japonaise, la culture russe, ça serait tellement différent pour moi. Ça peut être quelque chose de fascinant, quelque chose de beau, mais pour moi, c'était comme une différence trop grande. Et donc, pour moi, apprendre une langue 4 langues de la même famille, c'est plus facile parce que c'est comme une étape à autre. Tu apprends une langue et ça t'aide à apprendre autre langue. Donc, c'est comme un processus naturel et les langues, tu peux connaître, tu comprends une langue mieux quand tu connais autre langue. Par exemple, avec l'italien, ça fortifie mon français, mon espagnol parce qu'il y a des choses qui sont pareilles, qui sont semblables, qui sont la même chose. Donc, pour moi, c'est parce que les langues sont plus pareilles, c'est plus facile comme ça, et parce que la culture est une culture que je connais, que j'aime déjà. Donc, il va me demander, mais comment fais-tu pour ne pas mélanger ces langues qui se ressemblent? Bon, ça, c'est le problème avec ce choix d'étudier les langues de la même famille, c'est que c'est vraiment difficile de ne pas mélanger les langues. Mais, premièrement, il faut que je dise que c'est pas grave si tu mélanges les langues. Il faut que tu acceptes ça. Par exemple, le choix d'être polyglotte est un choix de ne pas être parfait. C'est-à-dire, il ne faut pas être perfectionniste si tu veux être polyglotte, parce que les plus de langues que tu apprends, le plus tu vas commettre des erreurs, tu vas mélanger, il y aura des interférences avec les langues. Donc, pour moi, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui me gosse, qui, euh, que, que je déteste de mélanger les langues. Oui, c'est sûr que je ne veux pas vraiment parler le portugais. Je vais essayer de connaître les différences, mais ce n'est pas la fin du monde si je mélange les langues. Mais en disant cela, oui, j'ai des techniques pour ne pas mélanger les langues.
Par exemple, je vais étudier l'italien en utilisant des ressources portugaises, des ressources françaises, c'est-à-dire je vais trouver un podcast fait pour Brésilien, par Brésilien pour apprendre l'italien. Pourquoi ça m'aide? Parce qu'ils vont montrer les différences et les choses difficiles. Et aussi, tu vas voir les choses qui sont pareilles. Donc, pour comparer les langues, ça peut t'aider, mais aussi, c'est simplement de ne... C'est que je ne vais pas pratiquer la même langue. Qu'est-ce que je veux dire? Je pratique pas plusieurs langues en même temps, à la fois. C'est-à-dire, je pratique une langue à la fois pour ne pas mélanger un peu. Mais, mais de nouveau, c'est pas tellement grave si tu mélanges les langues.